c'est une information qui vient de tomber, qui a l'effet d'une bombe un peu dans le monde du football européen, puisque la Cour de justice européenne a rendu son verdict et a validé le fait que l'UEFA était dans une situation de monopole sur le football européen. Du coup, on observe un gros emballement médiatique sur toutes les chaînes de sport, sur tous les clubs, sur toutes les ligues de football. Mais est-ce qu'on a vraiment raison de s'emballer médiatiquement ? Écoutez, je ne sais pas, mais en tous les cas, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on se pose les bonnes questions par rapport à cette décision de justice que vient de rendre la Cour de justice européenne. Alors si tu découvres la chaîne, ce qui est probable, j'ai l'habitude de traiter de l'actualité sportive sous des angles un peu particuliers, à savoir sous l'angle du leadership, du management, de la stratégie, au sens stratégie d'entreprise, mais aussi sous l'angle du développement personnel. Donc cette vidéo aujourd'hui, elle va vraiment prendre un angle de stratégie, on va soulever des questions, et puis en fait, moi de premier abord, ce verdict, il me fait penser à plusieurs éléments. Le premier, ça va vraiment être des questions sur de la stratégie pure, donc comme je disais, un deuxième sujet qui va porter plutôt sur l'antifragilité, au sens de Nassim Taleb, si tu connais pas. Je vais pas trop développer dans cette vidéo, mais c'est un concept intéressant à observer. Il va y avoir aussi la notion de gestion des risques et d'innovation. La première évidence, mais qu'il est important d'évoquer, c'est que la Cour européenne de justice a rendu son verdict. Et ça a son importance parce qu'en gros, ça veut dire qu'on est dans un marché, sur le plan économique du terme, qui n'est pas tout à fait libre. Et c'est important parce qu'on se dit, voilà, le foot, c'est un monde ultra-capitaliste, où on pense essentiellement à l'argent, où on cherche à s'enrichir au maximum, tout ça. Je pense que c'est vrai. Mais vous voyez, avec le verdict de la Cour européenne de justice, on se rend compte qu'on n'est pas non plus dans un marché tout à fait libre. Et que cette intervention de l'État, puisque c'est une sorte d'intervention de l'État, elle est parfois nécessaire pour rétablir certains équilibres dans un marché économique. Cette décision, elle vient en quelque sorte réguler d'une certaine manière le marché en fait du football européen, qui, on peut se le dire aussi, part un peu à la dérive, puisqu'on a des institutions qui sont peut-être aujourd'hui beaucoup trop puissantes, avec la FIFA et l'UEFA, donc qui reçoivent un peu un message d'alerte, il faut se le dire, avec cette notion de monopole sur lesquels ils ont été ramenés un peu à l'ordre. Et donc, c'est important de se dire que parfois l'État et l'intervention de l'État, elle est nécessaire par rapport à un marché qui existe et qui est bien installé. Autre notion que je voulais aborder du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est la notion d'antifragilité. Aujourd'hui, l'UEFA, c'est quand même une institution extrêmement puissante, extrêmement grosse, et voir éventuellement se créer une Super League, ça nous permettrait de voir si l'UEFA est antifragile, si elle est capable de réagir face à un nouveau concurrent, comme dans un marché économique assez classique. Et si cette Super League justement se crée, ça va être super intéressant de voir la façon de réagir de l'UEFA et sa capacité à encaisser ce choc. Mais il y a aussi un autre sujet, et je pense qu'aujourd'hui on n'en a pas assez parlé, c'est est-ce que c'est pas aussi un risque de manière globale pour tout le football européen, un risque par rapport à l'essor des pays du Golfe. Parce qu'aujourd'hui vous allez me dire, ouais mais t'es complètement malade, les pays du Golfe ils sont à des années-lumière du football européen, et vous avez complètement raison. Mais quand on prend une décision de justice comme on vient de la prendre, et quand on travaille dans un marché comme celui du football, on s'inscrit dans un marché à moyen long terme, donc à 10-15 ans, et dans 10-15 ans, qui est capable de me dire le niveau du football dans les pays du Golfe ? C'est l'une des vraies questions qu'il faut se poser. Peut-être que dans 10-15 ans, les clubs d'Arabie Saoudite, du Qatar, ils auront peut-être le niveau des clubs français, des clubs hollandais ou des clubs de deuxième division italienne, anglaise, espagnole et allemande. Ça, j'en sais rien. Mais c'est une question à se poser. C'est la création de ces Super League, est-ce qu'elle n'amènerait pas aussi une notion de fragilité plus globale au niveau du football européen ? Après, comme tout le monde, j'ai regardé la présentation qui a été faite de la Super League aujourd'hui, et ce qui m'intéresse, c'est leur vision du football. La mission de cette Super League, dans leur communication en tous les cas, c'est de libérer le football. Mais en fait, de le libérer de quoi ? Ça, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'ils entendent derrière. Alors je devine, peut-être de le libérer d'un modèle de compétition, peut-être trop intense, trop dense, où il y a peut-être trop de matchs, où on est perdu dans toutes ces compétitions. Et ils auraient raison. Ou de libérer le football sur le plan économique, du foot business, de la corruption qu'on peut observer sur l'UEFA, les choses comme ça. Et ils auraient raison aussi. Ou peut-être aussi libérer le foot de manière générale, de ramener de ramener le football à un football plus romantique. Je vais y venir un peu après. Parce qu'en fait, moi, le problème que ça me pose,
c'est que le modèle de la Super League, c'est un modèle qui est aujourd'hui pas super clair et franchement pas très innovant. Ils ont voulu attaquer de manière frontale l'organisation de l'UEFA et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, aucun club n'est très chaud pour rejoindre cette Super League. Ça fait aussi le lien avec la première partie de la vidéo où je disais justement qu'il est nécessaire d'avoir un État fort ou de réguler, parce qu'en fait, si les clubs aujourd'hui, ils veulent pas forcément rejoindre la Super League, il y a aussi pour des enjeux économiques, d'une part, puisque c'est là qu'ils vont tirer leurs bénéfices de droits TV grâce à l'UEFA, grâce à Champions League, tout ça, et aussi parce que l'UEFA est tellement puissante qu'elle est en capacité de venir sanctionner les clubs. Elle l'avait fait avec la Juventus, elle avait menacé le Real de Madrid et le Barça, qui sont des entités assez puissantes pour tenir tête aujourd'hui à l'UEFA. Mais là, quand on regarde les réactions de tous les gros clubs, ils sont tous en train de se dire bon non, on va pas se ranger derrière la Super League et on va continuer avec l'UEFA. Donc il n'y a pas trop de débat. Mais pour en revenir à la Super League, le modèle est pas super innovant. On voit des poules, on voit un système de montée-relégation qui pour moi est lui-même extrêmement risqué. C'est un système extrêmement risqué parce qu'il est très élitiste. On va voir très peu de clubs au final qui vont tourner. Ils ont voulu nous faire croire au travers de leurs petites vidéos qu'il y aurait un turnover assez fort. Mais je pense que le turnover il sera toujours moins fort que l'UEFA et que la Champions League et que la Ligue Europa. Et surtout, on s'expose au risque de se retrouver avec une Super League en Première Ligue en fait. Une deuxième Première Ligue. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce seront à chaque fois les clubs les plus puissants qui iront dans la meilleure division. Et je suis persuadé que si on se positionne sur un horizon 15-20 ans, en supposant que cette Super League elle commence dans 3-4 ans, dans 15-20 ans, on aura une dizaine de clubs anglais qui seront au sommet de la hiérarchie, avec peut-être un club espagnol, 2 clubs espagnols, un club italien, un club français et un club allemand. Il ne faut pas se leurrer. Et ça, franchement, c'est pas super excitant non plus. Après, dans leur communication, je pense qu'il faut aussi qu'on ait un esprit critique par rapport à cette Super League, parce que je trouve qu'elle adopte une position un peu populiste, en disant notamment, on va rendre les matchs gratuits, on va pouvoir libérer le football, donc comme je disais tout à l'heure, dans sa diffusion. En rendant la diffusion gratuite, on se pose la question du modèle économique. Quel est le business model de cette Super League? Où va l'argent et comment est-ce qu'on se rémunère? Parce que ça va quand même être une question essentielle à se poser. Là, je vois déjà qu'ils proposaient au Real et au Barça de toucher 1 milliard d'euros pour avoir l'exclusivité de la Super League. Ils le sortent 12 milliards d'euros. Et puis, quels seraient les clubs qui seraient prêts à prendre le risque, je le disais tout à l'heure, à prendre le risque par rapport à l'UEFA qui est quand même ultra puissante dans le monde actuel du football européen et mondial. Donc vous voyez, derrière cette création de la Super League se posent pas mal de questions intéressantes relatives à un environnement économique, d'une part une intervention de l'État, d'autre part des notions d'antifragilité, d'innovation. Je pense que la Super League y va de manière trop frontale, et j'ai une suggestion à faire. Pourquoi on ne se ferait pas une Super League avec les clubs de seconde division? C'est très con, mais est-ce que ça n'intéresserait personne? Ça, j'en suis pas persuadé non plus. On a encore du monde qui va voir des matchs en deuxième division, dans tous les championnats d'Europe. Et peut-être que c'était une manière de mettre le pied à la porte, comme faisait Bernard Tapie. Alors que là, elle veut rentrer frontalement face à un adversaire bien installé, très puissant, qui a des leviers d'action sur les clubs, qui est effectivement en situation de monopole, et qui ne va pas se laisser détrôner aussi facilement que ça. Après ces questions d'antifragilité, d'innovation et de stratégie, il y a forcément les questions de business model, d'esprit critique à avoir, de communication que peut avoir la Super League, et derrière, qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas vraiment. Je te remercie en tous les cas d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, une vidéo un peu réaction. Si tu veux découvrir le reste de mon contenu, écoute, je t'invite à découvrir la chaîne, à t'abonner, à partager, et puis je te remercie vraiment d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et je te souhaite une très belle fin de journée.